Il y a de l'eau dans le gaz entre Sarah Knafo et Éric Zemmour qui veulent se battre pour avoir la première place et se présenter à la présidentielle sous l'étiquette du parti le plus pourri de France, à savoir Reconquête, qui est un mélange d'énorme racisme et de libertarianisme. C'est vraiment s'il fallait choisir qui est fasciste en France actuellement, c'est eux. Ils sont en couple, mais malgré tout, ils sont en concurrence. Et oui, c'est le jeu de la politique. Nous allons étudier ça avec mon ami Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on regarde les fascistes se crêper le chignon? Je pense que c'est vraiment le parti le plus fasciste, Ah oui. Ah oui, Zemmour. oui, oui, oui. Il y a effectivement tout un proto-fascisme qui va, moi je dirais de... Allez, je suis magnanime aujourd'hui. De Retailleau à... Je pourrais mettre Édouard Philippe, mais je vais mettre de Mm, Retailleau à... Tu vois mm. évidemment, Marine Le Pen, Jean-Philippe Tanguy, tout ça, quoi. Mais c'est vrai que Zemmour et Knafo... Tiens, il y en a un d'ailleurs qui est très proche de Knafo, là, en ce moment, là, ils se font les yeux doux, c'est Lisnard. Tout ça, c'est vraiment du proto-fascisme. Et d'ailleurs, ça passe par une espèce de tu l'as dit, libéralisme, ultra-libéralisme, libertarianisme qu'on voit chez Milei, qu'on voit maintenant en Colombie, etc. Donc là, ouais, c'est vraiment cette ligne-là. Et ce qui est intéressant, c'est que même là, c'est pas tout à fait clair. Il y a encore des combats de tête. Il n'y a pas vraiment des combats de ligne. Tu vois, il y a vraiment une ligne libérale, raciste, tu vois, enfin, anti-woke. Tu vois, il y a ça. Par contre, je crois qu'il y a des combats de personnes parce qu'il y a des combats de stratégie. Est-ce qu'il faut mieux choisir ce thème-là? Est-ce qu'il vaut mieux, on va le voir dans l'article, etc. Est-ce Ouais. qu'il vaut mieux, est-ce que ce thème-là est encore efficace? Est-ce que ce thème-là est pas encore un peu dépassé? Et ce qui est très intéressant, mais le point on va le dire en entrée, c'est que on voit, c'est aussi deux combats générationnels. Le Pen et Bardella au sein du RN, allez voir la capsule qu'on avait fait là-dessus récemment. Et là, c'est pareil avec Knafo, Zemmour. C'est vraiment deux combats générationnels avec des trentenaires qui, eux, ont grandi dans un espace mental où il y avait déjà des journaux d'extrême droite un peu en vue, des éditorialistes d'extrême droite sur les plateaux, les Geoffroy Lejeune, Valeurs Actuelles, tout ça. Là où les Le Pen, Zemmour ont l'impression, eux, que ça leur appartient, que c'est eux qui ont construit les lignes et tout. Donc vraiment, c'est vraiment très intéressant. Et ça prouve quand même que ce qu'on disait 2027 va être un vrai tournant, quoi. Macron se représente pas, c'est sûrement la dernière présidentielle pour Mélenchon. Le Pen, elle est aussi à la croisée des chemins. Le centre est complètement explosé. La gauche se recompose. La droite, l'extrême droite se recompose. Ça va vraiment être un tournant politique. Et du coup, tout le monde joue sa partition, tout le monde joue sa carte, et il y a des différences partout. Et c'est vrai que dans ce petit pôle-là, qui est un pôle à... Allez, si on est gentil, on dit qu'il est à 7, Mm. Zoé, parce que c'est son dernier score, quoi, au présidentiel. Ouais, vaut mieux pas regarder les élections d'après parce que c'est pire. C'est ça. Mais ouais, on va dire, allez, s'ils sont forts, ils arrivent à faire 5-6, voilà. Ce qui est pas rien, hein, parce que du coup, t'es pas si loin de Retailleau quand tu fais ça, Oui, quoi, tu vois, donc oui, oui, t'es tout pas à si fait. loin des LR. Donc, dans cet espace-là, il y a des stratégies qui se jouent et il y a aussi des dissensions. Et là, on va finir là-dessus, parce que c'est là, pas du team, le flex, pas du team. Et ces dissensions des deux côtés peuvent créer peut-être des rassemblements de demain. Tu vois, Mm. c'est ça le truc. Donc peut-être que la prophétie d'une nouvelle reconfiguration du RN et de l'autre droite, etc., avec des claquements de porte, avec des trahisons, peut-être ça se dessine devant nous là aussi. Parfaitement, parfaitement. Bon, écoutez, nous allons plonger. Alors, vous allez voir, c'est encore un article du Ah Point. oui. Sachez que notre abonnement au Point, c'est vraiment le meilleur investissement que la Brèche ait fait ces derniers temps. Encore un article du Point de Charles Sapin qui titre Éric Zemmour et le casse-tête Sarah Knafo. Il veut repartir pour 2027, elle veut exister par elle-même. À Reconquête, le tandem national conservateur avance uni en façade, mais chacun prépare sa propre partition. Donc on va regarder ça. Alors je crois qu'ils sont toujours en couple, hein, Knafo et Zemmour, et à chaque fois, alors la vie des politiques professionnelles est une vie particulière globalement, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça se passe. Désolée, c'est le petit poids perso, quoi, mais comment ça se passe dans ta vie intime et tout, de couple, quand tu es en Ouais, concurrence c'est... sur le plan politique. Comme Hollande et Royal, hein, mais je sais pas comment ils se démerdent avec ça Je dans leur quotidien. réfléchis. Le plus connu, c'est vrai que c'est Hollande Royal. Qui est-ce Ouais. qu'on avait eu Bah, il Il y y a avait beaucoup de Mich... couples, tu sais, Il il y y en a a beaucoup de beaucoup. couples journalistes versus politiques, Ouais. tu sais. Il y avait Christine O'Krent avec Kouchner, il y avait Audrey Pulvar avec Arnaud Montebourg, tu te souviens de Euh, ça? T'oublies le plus Euh, grand couple politique journaliste. Exactement, il y Tu avait penses à qui? Salamé et Glucksmann, bien sûr, enfin voilà. T'oublies les boss. Et putain, oui, Anne Sinclair, DSK. oui,
Je crois que C'est c'est vrai. vraiment Anne le... Sinclair qui avait volé au secours de son adorable mari quand il s'était pris les pieds dans son pénis, qu'il avait malencontreusement mis dans quelqu'un qui n'était pas d'accord. Bref, Non, c'est vrai que les voilà, couples voilà. politiques, en général, ils marchent main dans la main. C'est le meilleur tandem, c'est les Bonnie and Clyde de Levallois-Perret, là, les Oui, Balkany, quoi. les Balkany. Tu vois, donc, mais c'est vrai que ces rivalités à ce niveau-là sont assez rares, surtout les rivalités à la tête d'un parti. Ouais. Mais je te dis, le dernier truc, c'était Hollande Royal. Même si eux, quand ils ont commencé à se disputer le parti, ils étaient déjà plus ensemble. Voilà. Là, ils sont en train de faire une nouveauté. Ils se disputent le parti pendant qu'ils rangent le lave-vaisselle tous les deux, quoi. C'est ça. Zemmour et Sachant que leur Knafo, quoi. particularité aussi, c'est qu'ils ont une différence d'âge énorme, hein, 35 ans d'écart. A priori, Zemmour a connu Knafo, elle avait 12-13 ans. Alors, bon, bref, j'ai des frissons de cringe là quand je dis ça, mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus d'écart d'âge entre Knafo et Zemmour qu'entre Bardella et Le Pen. C'est pour... Ouais. Dit Et comme du ça, coup, ça fait un peu... il y a tout cet enjeu générationnel qui est un enjeu majeur en fait dans les partis, pas pour des raisons d'âge en soi, mais pour des raisons de moments politiques, etc., de moments où tu vas pouvoir accéder à un poste à responsabilité énorme et tout ça. Et donc voilà, tout ça se percute. Ouais. Et ben on va lire ça parce que je te dis, je pense que ça peut être aussi une opportunité pour la gauche d'avoir cette droite qui est en grosse refondation et reconstruction de toutes parts, quoi. On y va, c'est parti. La croisée des chemins n'en finit plus. Éric Zemmour le répète à qui veut l'entendre, il sera bel et bien candidat pour la seconde fois à l'élection présidentielle 2027. Si la date de sa déclaration n'a pas encore été fixée, elle interviendra vraisemblablement en novembre, façon d'éviter les bouchons annoncés de la rentrée. Alors mon Christ, t'en penses quoi de cette strate de se déclarer en novembre ? Je pense que c'est très très mauvais pour... Enfin, il y a des gens qui peuvent se permettre de se déclarer tard. C'est des gens qui peuvent être un recours. Type Francesco. Type Hollande. Il y a des gens, quand tu veux créer un espace, il faut partir très très tôt. Quitte un peu à te faire moquer de soi. Tu vois, mais c'était quand même Macron 2017. Puis après, t'as les concours de circonstances qui font que... Parce qu'en fait, on dit souvent Macron a été aidé par Xavier Niel, etc. Si on regarde un petit peu le détail, on avait dit qu'on ferait ça, on a encore le temps de le faire, mais un back to 2017 là, parce que c'est quand même la période qui se referme. En fait, la majorité des grands patrons étaient quand même alignés derrière Fillon, traditionnellement, parce qu'ils étaient les Républicains, l'UMP et tout. Ce qui a fait la force de Macron, c'est aussi que Fillon se prenne les pieds dans le tapis et quand même ait une ligne assez droitière, sorte d'une ligne, comment dire... centriste, ouais, tu vois ce que je veux dire, qu'avait un petit peu la droite, un peu giscardienne et tout. Il est vraiment allé très à droite. Et surtout que le PS choisisse quelqu'un qui fasse une campagne très à gauche, comme Benoît Hamon, qui lui s'est mis en rivalité avec Mélenchon et donc a fait fuir tous les centristes du PS vers Macron. Donc Macron s'est retrouvé, non seulement il était bon, il avait une bonne stratégie et il avait des bons sponsors, mais il avait aussi tout un espace au centre qui s'est liquéfié, quoi. C'est-à-dire, il y avait déjà une espèce de moïsation de la droite LR vers Fillon, qui était en plus rentré dans une radicalité et tout. Et puis il y avait une moïsation de la naissance de l'AFI, et puis Hamon qui était plutôt très à gauche, tu te rappelles, il était à fond, le revenu universel, tout ça. Tu vois, vraiment, donc Macron a profité de cet appel d'air. Il n'a pas fait un score de fou d'ailleurs, il a fait 24% et tout, tu vois. Donc bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, il a pu continuer ce néolibéralisme. Et d'ailleurs, le dernier truc dans cet espace central pour pouvoir l'introniser roi du centre, ça a été, tu sais, le ralliement de François Bayrou en février, là, voilà. Donc il y a tout un tas de concours de circonstances, faire croire que c'était totalement écrit et tout. Macron est devenu la clé de voûte. Il aurait très bien pu être une noisette si le PS s'était choisi un candidat plus central et la droite s'était choisi un candidat plus central que Fillon en 2017. Voilà, bon, on va pas refaire l'histoire, mais comme quoi ça tient à pas grand-chose, quoi. Et donc voilà, je finis là-dessus pour dire qu'effectivement, quand tu veux créer un espace ou attraper un espace vide, faut partir très tôt. Là, Zemmour, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive en novembre, c'est-à-dire trop tard pour dire en fait, je viens dans mon propre espace, trop tard pour créer un nouvel espace, et trop tôt pour être un recours à quoi que ce soit. Je veux dire, personne l'attend, quoi. Donc vraiment, s'il fait ça, tout le monde va s'en foutre. Et c'est là où ça donne presque du crédit pour sa compagne, pour Sarah Knafo. Si elle vient en novembre, ça fait un événement. Et ça fait un événement aussi parce que, on le sait, Lisnard l'adore.
Lisnard qui veut y aller, qui dit il faut qu'on se rassemble, faut une primaire, donc il dit quand même, tu sais, il fait un peu sa noisette, faut pas qu'on y aille tous, sinon ça va être les deux extrêmes socialistes. Pour Lisnard, c'est ça, c'est RN Ouais. contre, tu vois. Et d'ailleurs, on va le voir, Knafo pense pareil. Donc on sait qu'un Lisnard va très facilement se ranger derrière Knafo. Un Wauquiez qui avait dit qu'on peut faire une primaire avec Knafo, qui avait un peu exclu Zemmour, tu vois. Donc là, il y a un événement politique si elle se présente au lieu de Zemmour, alors que si Zemmour se présente, désolé, mais lui-même, il aura, je crois, 71 ans en 2027. Ça reste quand même un gars assez médiocre intellectuellement, vieux, qui aurait soi-disant pu faire un hold-up, mais qui s'est banané en 2022 parce qu'il comprend rien à la politique et qu'il a cru que c'était la même chose que de pouvoir faire bander des mecs sur des extraits YouTube, un peu comme Tabibian, là, et les sautarelles se sont dit, nous, on est tellement forts et tout. Bah, vraiment, Zemmour, c'est le mec qui fait 7% de tous les dépolitisés proto-fascistes d'extrême droite, c'est-à-dire en slip de bain à la Ciotat, les racistes riches, tu vois, et les dépolitisés d'extrême droite qui regardent des contenus YouTube en croyant qu'il y a une vague migratoire submersive et que c'est ça l'état de la crise en France, quoi. Voilà. Carrément. Tu vas voir, on va reparler de 2022, mon cher Chris, donc on va pouvoir analyser un peu le bananage de Zemmour un peu plus en détail. Le voilà donc de nouveau en piste 5 ans après avoir quitté ses habits d'éditorialiste politique à succès et s'être jeté en 2022 dans l'arène politique dans l'espoir de ravir l'Élysée à la barbe de cette classe politique qu'il connaît et méprise si bien depuis si longtemps. En vain, qu'importe que l'effet de surprise et la dynamique médiatique ne soient plus de son côté, la détermination, elle, reste intacte. Ces derniers mois, nombreux ont pourtant été ses amis à s'inquiéter qu'il ne laisse pas la place dans la course à la présidentielle à la conceptrice de sa campagne de 2022 et compagne à la ville, l'eurodéputée Sarah Knafo, la jeune femme de 33 ans passée de l'ombre à la lumière en marge de la dernière campagne des européennes, a vu sa notoriété, ses scores d'audience et son succès sur les réseaux sociaux s'envoler ces derniers mois à mesure que ceux de son mentor ont pâli. Alors le succès sur les réseaux sociaux, les copains, je vous rappelle que Zemmour, Chris vous l'a dit un peu avant, mais Zemmour, il y avait, quand vous regardiez la politique Internet, qui est quand même, alors, en 2022 encore plus que maintenant, mais qui reste quand même une forme de microcosme. Hein. La majorité des masses ne sont pas sur Twitter, par exemple. Tu vois, Twitter, c'est vraiment un cloaque, quoi. C'est vraiment un tout petit endroit de quelques personnes qui sont très, très, très intéressées par des sujets très précis de politique et tout. Mais c'est pas du tout représentatif, on va dire, des masses. Il y a d'autres réseaux qui sont peut-être un peu plus représentatifs, TikTok, Insta, Facebook, tu vois, qui sont plus grand public. Mais ça donne des effets de miroir déformant au point où, vous l'aviez traité, mais des gens comme Tabibian ou Ventose peuvent se raconter qu'ils vont faire tomber le RN à la force de leurs abonnés, tu vois, ce qui est quand même assez délirant sur leur compréhension de l'impact qu'ils ont sur la politique. Et vraiment, Zemmour 2022, il y a eu un peu le même effet qu'Asselineau 2017. Alors Asselineau 2017, c'était encore pire. Mais tu passais du temps sur Internet à regarder de la politique en 2017, tu avais l'impression que Asselineau allait faire 25%. D'ailleurs, Ouais. Tabibian s'était rangé de son côté à l'époque, le mec qui a le nez, hein, n'est-ce pas? D'autres gens qu'on connaît et qu'on aime Oui, beaucoup. oui, oui, notre cher Padu, allez voir la vidéo sur le parcours politique de Padu qui est très intéressante, qui est sur sa chaîne principale. Et vous pouvez aller voir le Pailleton Droitard spécial en 2 épisodes qu'on a fait avec Chris sur cette vidéo et on parle du parcours du Padu et notamment de son asselinisme. Alors je vous rassure, il était tout jeune. Il avait juste sa carte, il venait juste d'avoir sa carte vitale, le gars, il était, voilà. Et depuis, il a évolué et maintenant il est le super Padu que vous connaissez, comme quoi rien n'est jamais perdu et Bien tout le monde sûr. peut progresser. Le super pouvoir du marxisme vous change, quoi. Exactement. Mais donc, tu avais cet effet-là avec Asselineau et avec Zemmour, tu avais vraiment tout un tas et tous les influenceurs d'extrême droite qui étaient très puissants quand même, hein, encore à cette période, moins qu'en 2017, mais il l'était quand même beaucoup, étaient à fond derrière Zemmour. Ils étaient avec des casquettes, tu sais, les casquettes ben voyons, là, les trucs, mais ridicules. Et ils étaient persuadés qu'il y avait un vote caché Zemmour et que Zemmour allait faire 30%, tu vois. En plus, ils avaient été poussés dans leur débilité par des sondages mensongers. Tu te souviens, en janvier, Ouais. ils annonçaient Zemmour à 18%, 18, etc. 19, je crois. Ouais. Ouais, c'était énorme. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que Zemmour se dit, ah, faut que je parte moins tôt que la dernière fois. Parce qu'en fait, je suis partie trop tôt. Du coup, je suis montée très, très haut en janvier. Et après, je suis redescendue. Alors que si je pars plus tard, ça va peut-être être décalé. Moi, je pense qu'il est capable d'être assez con pour faire cette analyse-là. Hein. Et donc, Ouais. en 2022, tu as eu cet effet où tu regardais
regardais Internet, la bulle Internet, t'avais l'impression que Zemmour était partout, que c'était lui qui est hégémonique et tout. Et quand tu regardes les scores électoraux, en réalité, ça intéresse personne, Zemmour, à part une frange particulière de la population, ce qui n'était pas le cas d'Asselineau. C'est pour ça qu'il n'a pas fait 0,5%, mais 7%, ce qui est quand même très peu, tu vois, pour un mec qui pensait être président de la République. Et en fait, il va, tu l'as dit, faire ses meilleurs scores à Neuilly-sur-Seine, à Versailles, à Saint-Tropez, mais où Dans là, le il tape des 16e. scores à 45-50%, des trucs de fou, tu vois. Et c'est vraiment cette grande bourgeoisie très riche. Et tu vois un peu la même chose sur le vote CNAFO à la mairie de Paris. Si vous regardez les cartes électorales, CNAFO, elle surperforme énormément dans l'ouest parisien, dans le 15e, dans le 16e, dans le 7e, dans le 8e, dans ces arrondissements très riches à qui Reconquête va parler. Mais en fait, ça représente une frange de la population qui est extrêmement réduite et donc leur espace est assez petit. Il va falloir qu'ils arrivent à ouvrir leur espace et probablement que la stratégie CNAFO, qui est de lâcher un peu l'islamophobie zinzin, même si ça reste constitutif de leur pensée, et d'aller plus vers des trucs économiques très libéraux, etc., probablement une meilleure strate. C'est sûr. Je me rappelle d'avoir vu un extrait d'une émission qui revient sur la campagne 2022, là. Et Geoffroy Lejeune, qui était derrière Zemmour à fond, tu vois, donc toute cette team-là, qui dit oui, en fait, les gens d'extrême droite ont choisi Marine plutôt que Zemmour, tu vois, ils ont choisi la crise du pouvoir d'achat plutôt que la crise de civilisation. Et en fait, il dit, bah, c'est dommage, quoi. Ils se sont trompés de vrais problèmes. Mais en fait, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est eux qui se trompent de vrais problèmes, effectivement. Geoffroy Lejeune, tu crois que les gens votent spécialement Marine Le Pen pour, je sais pas, le grand remplacement de Camus, là, Renaud Camus, mais tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Enfin, pas tout le monde, mais vraiment, c'est un truc qui n'est pas central, quoi. Et le fait même que Zemmour soit allé à fond là-dessus en se disant, mais en fait, la vision économique, protectrice, gaulienne, raciste de Marine Le Pen, c'est secondaire par rapport au vrai problème des gens qui votent pour elle, qu'est l'immigration. En fait, on a vu le résultat. Elle a fait plus et lui a fait que 7%, quoi. Donc, c'est vraiment très intéressant. On n'arrive pas à se remettre en question. Et j'aimerais bien voir, du coup, comment CNAFO va gérer ça, parce qu'on l'a dit, c'était la conceptrice de sa campagne. Est-ce que le fait qu'elle veuille se mettre en avant, c'est aussi de faire le bilan de 2022 et de se dire, mais en fait, Eric, tes petites paniques morales de plateau télé, de journalistes blancs, bourgeois, bien élus dans le 16e, c'est peut-être pas ça qui fait une droite à 25%, quoi. Oui, carrément, des gens qui ont le temps de se poser des questions de civilisation, quoi. C'est ça. Genre, est-ce que ma civilisation va disparaître tout, enfin, tu vois, moi, je suis dans un coin où le RN fait des très gros scores et Zemmour a fait un très petit score. Chez moi, Zemmour fait 3%. Il fait 2 fois moins que la moyenne nationale, alors que Marine Le Pen fait plus de 30% chez moi. Et Macron est très bas et Mélenchon est un peu au-dessus de sa moyenne nationale. Et c'est vraiment un territoire moïsé. Moi, je suis dans un coin qui est très prolo, avec beaucoup de boulot, je l'ai déjà dit, mais c'est beaucoup de boulot très précaire. C'est de l'industrie agroalimentaire, des ouvriers agricoles, du service à la personne, des trucs très sous-payés, très durs physiquement. Et donc, le plus gros parti chez moi, c'est l'abstention. L'abstention à la présidentielle est à presque 50%, ce qui est énorme. Et après, Zemmour sous-performe parce qu'en fait, les gens qui ont effectivement des réponses racistes à la crise et vont voter RN par racisme, par compréhension de la pénurie. Allez voir cette vidéo qu'on a faite sur les causes du vote RN, notamment dans les zones rurales, où on explique en détail ça, comment la pénurie néolibérale crée la réponse raciste au problème. Là, eux, tu vois, ces personnes-là qui sont l'électorat RN, mais quand Zemmour va leur parler de civilisation et tout, ils peuvent dire des trucs racistes de merde, oui. avoir concrètement des actes racistes dans leur quotidien. Mais c'est un racisme concurrentiel. Oui, exactement. C'est pas Pour un les racisme ressources. civilisationnel. C'est pas un truc de. C'est pas un racisme, suprémacisme. Voilà, c'est ça le truc de l'identité profonde de la France et tout. C'est pas ça. C'est un truc de il me pique mon boulot, il est aux allocs, moi je paye mes cotisations pour payer ses allocs. C'est vraiment ça, tu vois. C'est pas un truc de ah là là, notre civilisation va être remplacée. Est-ce que vraiment notre ADN se modifie? Ils s'en battent les couilles de ça, mais vraiment quoi. Oui, on est chez nous, donc ça veut dire que nous, on doit en avoir plus que les autres. Tu vois, c'est un racisme, c'est ce que nous, on appelle le pacte raciste. C'est ça qui fait la force de Marine Le Pen, c'est le racisme est une conscience politique pour pouvoir gérer la pénurie qu'on vit au quotidien. Le racisme de l'extrême droite, qui est un vieux racisme pour le coup, tu vois, parce que c'est d'ailleurs toute la bêtise de considérer que l'idéologie, le racisme, ce serait de l'inculture ou quoi que ce soit. Toute l'histoire même du suprémacisme et du racisme vient des Maurras, les Barès, des gens très cultivés, très grands bourgeois, qui ont tous fini à Vichy d'ailleurs, voilà, qui avaient des grandes textes sur la révolution nationale, puis qu'au final, ce qu'ils adorent, c'est les salons de thé et que des serviteurs viennent leur servir une deuxième fois du café
fait, voilà. Donc, et ça, c'est une autre vision, c'est vraiment une vision civilisationnelle de littéraire, quoi. Tu vois, de Renaud Camus, typiquement. C'est des types qui n'ont pas de problème de survie, qui voient ça un peu de l'extérieur et se posent des grandes questions. C'est vraiment, il y a une porosité entre les deux, évidemment, mais c'est vraiment tout à fait différent, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont assez irréconciliables, tous les deux, quoi. 7% en 2022, en marge de la campagne des municipales à Paris où elle portait les couleurs de leur parti Reconquête, un compagnon de route d'Éric Zemmour lui a soufflé à l'oreille. Si elle fait plus de 15%, tu as un problème. Avant de se voir répliqué par l'auteur du Premier Sexe, alors énorme livre nul, le Premier Sexe, mais alors vraiment, si vous êtes comme moi et que vous aimez lire des livres de merde ou regarder des vidéos de merde d'extrême droite pour vous amuser, je vous conseille le Premier Sexe. C'est vraiment, mais c'est un truc tellement nul. Alors évidemment, vous savez, loin de moi le fait de me rendre coupable d'inciter à quoi que ce soit qui ne soit pas légal, mais il me semble que surtout vous ne devez pas aller le chercher en PDF gratuit sur Internet, il n'est pas du tout accessible pour ne surtout pas lui filer de thunes. Mais alors, vraiment, si vous voulez lire un truc d'un mec qui s'est regardé tout nu dans la glace et qui a trouvé qu'elle n'était pas assez grosse et que ça a fait paniquer, vous lisez ce livre. C'est de la folie. Le mec est là à expliquer « Ouais, on a perdu la masculinité parce que maintenant on s'épile le torse et tout. » Mais c'est d'un niveau, c'est vraiment un des trucs les plus nuls que j'ai jamais vu. Et pourtant, j'en ai lu des livres de merde. Mais alors celui-là, vraiment, si vous voulez rigoler, mais allez-y, hein, c'est incroyable. Mais tiens, c'est intéressant parce qu'on disait, c'est aussi une marque un peu de la dégradation intellectuelle des élites riches de droite, tu vois, libérales, quoi. Pour eux, Zemmour est un intellectuel, tu vois, genre, on peut se dire ce qu'on veut, moi je trouve que Maurras c'est médiocre, ou oui, Barès, tu vois, mais c'est 1000 fois mieux que Zemmour sur le plan intellectuel. Mais tu vois, ça reste d'un autre niveau, tu vois. Et du coup, eux, aujourd'hui, ils ont leur intellectuel organique qui est Zemmour. Ça donne le niveau d'abétisation de cette classe-là, libérale, bourge, raciste, etc. Leur intellectuel, c'est Zemmour. Ils reconnaissent dans Zemmour l'intellectuel, alors que c'est vraiment un type catastrophique, quoi. Ouais, c'est vraiment la dégénérescence des intellectuels de droite. Moi, je pense qu'il faut qu'ils se fassent grand remplacer, hein, parce que ça commence à plus aller. Alors, qu'elle fasse 17 ou 2%, cela ne change rien, je serai candidat. Circuler. L'essayiste en est plus que jamais persuadé. Le choix de Marine Le Pen de se porter bel et bien candidate en avril prochain confirme ses intuitions et lui ouvre un espace. Alors, pas du tout, Eric, mais... Littéralement. C'est l'inverse. Tu pourrais dire ça si c'était une nouvelle config. C'est littéralement la même config que 2022. Oui. Donc tu vois bien que t'as pas eu d'espace à ce moment-là, crétin, quoi. Enfin, et surtout qu'en plus, la crise sociale et politique était moins avancée en 2022 qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc vraiment, croire qu'il a un espace là, il en a encore moins avec Marine Le Pen. Et comme tu l'as dit au tout début de la capsule, il suffit de voir ses résultats aux européennes ou, tu vois, ou dans les élections intermédiaires. Enfin, ce type n'a aucun avenir politique. En tout cas, sa ligne n'a vraiment aucun avenir, quoi. Une candidature de Jordan Bardella aurait ouvert la voie à une guerre entre trentenaires où Sarah Knafo aurait eu toute sa place et aurait dangereusement déporté le RN sur sa droite. Marine Le Pen est au contraire une souverainiste de gauche. C'est une socialiste. Il faut le rappeler à ses électeurs qui sont antisocialistes. Ils votent aujourd'hui RN par défaut. Or, je suis le seul candidat radicalement contre l'immigration et de droite. Et là, Éric Zemmour, mais tu vois, il ne comprend pas l'électorat d'extrême droite de ce pays. Il ne comprend rien. C'est une dinguerie. C'est même le point se fout de sa gueule en disant la même chose que nous, omettant un peu vite qu'un refrain identique il y a 5 ans l'a conduit à ne rassembler que 7%. Mais oui, enfin, Éric, tu es d'élu, comme disent les jeunes. Alors, contre 23% pour Marine Le Pen, pourquoi en serait-il autrement cette fois-ci? Mais oui, mais tout le monde se pose la question, à part Éric, apparemment. T'imagines Sarah dans le pieu, là, elle doit être là, à côté de lui. Bon, déjà, elle est allongée à moitié à poil à côté d'Éric Zemmour, ce qui est quand même une difficulté. Bon, elle a choisi, hein. C'est son problème. Tu vois, moi, la meuf est plus jeune que moi. Je peux pas... Oh, putain, je peux pas m'empêcher de me dire, oh, le cringe de fou. Mais bon, t'imagines, donc elle est à poil, il y a Éric Zemmour avec son bonnet de nuit, là, parce que je suis sûre qu'il dort avec un bonnet de nuit. Il a une tête à dormir avec un bonnet de nuit. Et son peignoir en flanelle, là, comme ça, et qui fait, bon, ben Sarah, je vais y retourner et tout. Puis elle est là, mais Éric, la config est exactement la même. Oui, mais en fait, les gens n'ont pas compris que c'était moi le meilleur. Et elle est là, non, mais Éric, oh putain, l'enfer. Non, mais en plus, alors, en politique, des fois, les mêmes causes peuvent produire des effets différents, parce que justement, le monde bouge autour. Tu vois, soyons, voilà. Mais le problème, c'est que le monde qui a mis Zemmour à 7%, c'est accentué aujourd'hui. Il n'y a pas eu, tu vois, il n'y a pas eu un espèce de, je sais pas, de regain économique, tu vois, de fermeture de l'immigration qui lui donnerait raison et tout. Vraiment, pour le coup, les gens se pose de plus en plus la question de comment on va bouffer le lendemain, comment on va avoir des services publics, enfin, tu vois, vraiment, donc tous les trucs qui remettent en question, j'ai envie de dire, 60% de ce qu'est la ligne Zemmour,
le libéralisme économique, tu vois, l'anti-étatisme, le ruissellement macronien, tu vois. Donc vraiment, mais ce gars raconte n'importe quoi. Et en fait, il croit qu'il compense avec l'immigration, alors que je pense même aussi, et c'est ce que disent, tu sais, les Vincent Tibéri et tout là-dessus, en fait, les nouvelles générations, etc., sont beaucoup plus progressistes, beaucoup plus féministes, ce qui est un problème pour Zemmour, pour le coup, voilà, beaucoup plus antiracistes et tout. Et vraiment, même cette ligne-là d'islamophobie, je pense, qui est la ligne néoconservatrice, tu vois, 11 septembre, printemps républicain, est en train de se refermer. On l'a vu avec des copés qui commencent à dire c'est bon, tu vois, même le débat qui commence à dire mais vous êtes cinglés de vouloir interdire le voile, alors que Copé était quand même l'aile droite longtemps de LR, tu vois. Oui, tu te souviens de l'histoire du pain au chocolat oui, et tout, bien il sûr. racontait qu'il y avait des enfants qui étaient interdits de manger des pains au chocolat pendant le ramadan, alors que le ramadan tombait pendant les vacances scolaires à ce moment-là, mais bon, bref. Et voilà, et je pense que les gens sont aussi beaucoup plus... et surtout l'espace populaire qui, lui... vit la mixité beaucoup plus que les en haut à droite, tu vois, sont beaucoup plus tranquilles vis-à-vis de ça, beaucoup moins cinglés sur l'islamophobie. Il y a que vraiment le bastion, là, la forteresse bourgeoise qui reste là-dessus et qui fait des lois de déviation, comme le truc de l'abaya de Attal, tu vois. Et tu vois, il y a une espèce de continuité entre... j'allais dire la loi de 2004 et l'abaya, mais même Creil, là, tu sais, et l'abaya, c'est-à-dire cette ligne de le PS qui, dans, comment dire, son reniement à remettre en question le libéralisme qui appauvrit les masses, etc., va balancer sous le bus et les classes populaires en les traitant de racistes, et balancer sous le bus aussi les classes immigrées en les traitant d'islamistes. Tu sais, comme ils ont fait dans les usines, quand il y a eu des grèves à Talbot et tout. Voilà, ils sont en train de balancer ces deux trucs-là. Et cette séquence, à mon avis, est en train de se refermer. Tu vois, je pense que les gens, il suffit de voir les jeunes générations. Moi, je trouve ça très bien, qui disent, bah non, faut pas critiquer. On avait fait un truc là-dessus. Faut pas critiquer trop les religions. C'est quoi ces conneries d'insulter le prophète de Jean. Il y a une tolérance religieuse des jeunes générations, une envie que les individus puissent avoir leur liberté de conscience et se définir par eux-mêmes, qui est bien plus importante dans les masses que ce qu'on croit, quoi. Carrément, et puis il y a cette conscience que ces lois islamophobes qui ont été passées, on pourrait penser à la loi de 2004, tu vois, par exemple, qui était la loi qui interdisait le port du voile à l'école pour les jeunes filles. Cette loi de 2004 est vraiment, allez lire le bouquin de Saïd Bouamama là-dessus, qui est le bouquin a plus de 20 ans et il est tellement précurseur, il est incroyable ce livre. Et Saïd explique bien, il le redit dans la conférence sur le bilan du PS qu'on a fait en février dernier et qui est en rediffusion sur la chaîne On ne veut plus. Saïd explique bien que en 2004, en fait, au moment où cette loi passe, il y a un énorme mouvement social dans l'éducation nationale. Un mouvement de grève extrêmement long sur des mois et des mois comme on n'en avait jamais vu. À l'été, les profs se barrent et ils disent on se retrouve à la rentrée. Et pendant l'été, arrive ce fameux débat sur le voile qui se met à séparer du coup le corps enseignant et qui est vraiment utilisé pour casser ce mouvement social dans l'éducation nationale qui a lieu. On voit bien comment ces trucs sont utilisés comme des pare-feux pour détourner l'attention des gens. Et le pire là-dedans, c'est que vraiment la gauche a sauté à pieds joints dedans, mais comme des gros débiles. C'est d'ailleurs pour ça que aucun gouvernement de gauche n'est revenu sur cette loi qui est une merde absolue depuis. Et là, en réalité, aujourd'hui, il y a vraiment un espace pour pouvoir revenir sur cette loi. Moi-même, j'irai encore plus loin, hein. Moi, je trouve que ce rapport de laïcité qui est complètement dépassé et daté, on pouvait comprendre, tu vois, au 19e siècle, avec le poids de l'Église et encore qui commençait déjà à bien diminuer, hein, qu'il y avait un besoin d'opposition politique avec la force politique que pouvait être l'Église, etc. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Et tu vois, moi, je trouve même ça complètement débile, qu'on soit à dire, voilà, n'importe quel agent de l'État n'a pas le droit de porter des signes religieux ostentatoires et tout, comme si l'enjeu actuel, pour ne pas subir un poids de la religion qui est quand même très, très, très limité, encore une fois, serait que personne n'ait l'air de croire en Dieu dans ce pays. Ça n'a aucun sens. Si vous avez peur, par exemple, dans la santé, qu'il y ait des soignants qui imposent des soins, pas pour des raisons scientifiques ou de désir des patients, etc., mais des soins parce que eux, ils ont des convictions religieuses. Ce qu'on voit beaucoup plus avec des médecins tradicato d'extrême droite, d'ailleurs, que des médecins musulmans. Mais bref. Tu vois, tu peux avoir une interférence, mais elle se joue beaucoup plus dans le fait de ne pas proposer de contraception, de ne pas orienter pour pouvoir faire des IVG, par exemple, que sur le fait d'avoir une soignante qui porte un voile. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, sérieusement ? On n'en a rien à foutre. Mais bien sûr, une flic, une enseignante, enfin, on s'en fout, une factrice, sérieusement, mais qu'elle porte un voile, une croix, etc. Moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'elle fasse bien son boulot et qu'elle prenne soin ou qu'elle rende service, qu'elle rende le service pour lequel elle est payée, médecin, infirmière, institutrice, etc. Mais tu vois à quel point on est débile et aujourd'hui,
on va peut-être pouvoir enfin sortir de ce niveau de conneries islamophobe dans lequel on a été. Et c'est le moment de porter, pour la gauche de gauche, l'abrogation de ces lois-là, de la loi de 2004 et même de ces règles de laïcité qui sont dépassées et qui n'ont aucun intérêt pour la vie concrète des gens, à part le fait d'éloigner particulièrement des femmes, mais globalement les personnes musulmanes, de tout un tas de boulot qu'elles pourraient avoir envie de faire et où on en a, encore une fois, rien à foutre. Ouais, et puis en plus, cette exclusion du travail, c'est aussi, tu vois, cette gestion de la pénurie. C'est qu'aujourd'hui, on va faire en sorte de créer des lois pour que les gens aient l'impression de s'auto-exclure eux-mêmes de l'activité sociale. Alors que le travail, dans un monde communiste, ce serait le cœur même de la citoyenneté communiste. Le fait de participer aux tâches collectives fait que tu es un citoyen à part entière. C'est pour ça que nous, on remet en question la nationalité, d'avoir des papiers, des machins, etc. Non, le fait même de participer aux tâches, tu participes à ta mesure aux tâches collectives, donc tu as le droit à tout ce que le collectif peut offrir, quoi. Il n'y a pas de différence de droit et tout. La pénurie là fabrique des auto-exclusions. On a parlé souvent du validisme, mais là, tu vois, c'est une exclusion islamophobe ou religieuse, parce que tu sais, en plus 2004 se cachait son islamophobie derrière. Non, c'est tous les signes religieux, tu vois, voilà, la On kippa, sait très bien qui ça vise. voilà, la grande croix, on sait très bien qui ça vise. Mais admettons, moi, tu vois, c'est pareil, quelqu'un qui veut m'indiquer où est la salle 323 de la mairie, s'il porte une kippa, ça me pose pas de problème, tu vois. Enfin, donc, toute cette nouvelle société là qui est là, nous en tant que communistes, on se dit, mais en fait, la tâche, c'est de tous faire ensemble, malgré des différences et une émancipation individuelle, des différences de conception sur des choses qui nous dépassent en tant que la société, je sais pas, la vie après la mort, etc., la foi et tout. Et donc, c'est un espace où tout le monde doit y être. Voilà. Et pour que tout le monde y soit, il faut que tu puisses prendre les gens tels qu'ils sont eux-mêmes, même dans leur profondeur, quoi, dans leur foi, dans leur, tu vois. Et moi, je pense que oui, en sortir avec cette soi-disant neutralité de l'État, qui est pour moi une espèce de non-compréhension de 1905. Alors en fait, 1905, c'est très interprétatif. On pourrait très bien abolir pour moi la loi de 2004 avec 1905. Tu vois, c'est justement parce que c'est une séparation politique. Ça n'a jamais été une séparation du religieux et de l'État, la loi de 1905. C'est une loi politique de séparation de deux instances politiques. L'Église, qui est une instance politique. Il y a le régulier et le séculier, voilà. Donc le séculier, c'est justement le Vatican, etc., qui est une instance politique, et la loi politique de la nation française. C'est ça, 1905. Aujourd'hui, il n'y a pas de clergé musulman, de clergé juif, de clergé, je sais pas, tamoul, de clergé hindouiste ou quoi que c'est ça, qui a des prérogatives spécifiques comme pouvait l'avoir à l'époque le Vatican, et qui l'a encore, hein, je le rappelle, en Alsace-Lorraine, hein, parce qu'il y a encore le concordat en Alsace-Lorraine. Hein, le concordat qui signifie que le catholicisme romain est religion d'État en Alsace-Lorraine. C'était ça le concordat. Eh bien, moi je pense qu'il faut abolir tout ça, en finir avec le concordat de l'Alsace-Lorraine et repenser même nos lois de vivre ensemble collectif. Quelles sont les règles collectives qui permettent non pas justement de mettre les religions à l'écart, mais justement de pouvoir faire que les religions soient une activité qu'on peut porter sur soi dans le monde du travail, dans la rue, etc., sans que ça crée des conflits politiques. Et donc il faut, oui, se poser la question de 1905, abolir 2004, qui est une loi islamophobe et puis qui a permis ensuite la baya ou toutes ces saloperies. Et là, il y a un vrai enjeu, je pense, pour Mélenchon. À mon avis, il y a moyen de gagner avec ça. De partir du principe de toute façon, quand on va devoir reconstruire, nous, c'est notre acte, on va devoir reconstruire. Et pour reconstruire ce pays, c'est comme en 1945, parce qu'il a été tué par le libéralisme, on va avoir besoin de tout le monde. Et comme on va avoir besoin de tout le monde, il va pas falloir commencer à dire machin porte un voile, machin porte une kippa, machin est ci, machin est ça. Et tu vois, il y a une cohérence dans tous reconstruire ensemble pour tous, quoi, tu vois. Et pour moi, c'est le vrai moyen d'en finir avec cette séquence-là de soi-disant l'athéisme d'État, qui est une espèce de concordat entre le printemps républicain et l'État depuis 30 ans dans ce pays, quoi. Donc oui, sortons de la loi de 2004, reprenons 1905 et faisons justement une grande refondation des lois de la laïcité de 1905 pour qu'elles puissent être adéquates à la nouvelle France, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, quoi. Parfaitement, et arrêtez de se raconter que c'est parce que tu vois une meuf voilée que tout d'un coup, la religion musulmane a la place dans tous les endroits de ta vie et tout, c'est faux en fait. Hein. D'ailleurs, un jour, on se fera avoir parce que cette vague-là, je te dis, de tolérance religieuse nouvelle, etc., va aussi avec le libéralisme anglo-saxon, tu vois, genre par exemple, ils n'ont pas du tout ce débat-là au Royaume-Uni et tout. Oui, ils nous prennent pour des tarés d'ailleurs. Hein. Ils nous prennent pour des cinglés et ils ont raison. Ils ont un peu raison. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, on aura sûrement des partis de droite libéraux anti-loi 2004. Voilà, et c'est ce qui va être le cas, mais en fait, s'ils sont un peu en plus.
Tu vois, la fameuse Nouvelle France, machin, de Mélenchon et tout. Et c'est vrai que la France change, tu vois, mais comme la France de 2000 n'est pas la France de 1900, qui n'était pas la France de 1800, etc. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui ne sont pas blancs, il y a de plus en plus de Français qui sont athées, il y a de plus en plus de Français qui sont musulmans, le catholicisme a reculé, etc. C'est un état de fait, c'est le produit de l'histoire de notre pays, des colonisations, de l'immigration, du besoin d'immigration de travail qu'il y a eu à certains moments, etc. Bref, le fait est là. Et donc, si la droite n'est pas complètement teubée, elle voit bien qu'il y a des générations, notamment de personnes musulmanes, qui, aujourd'hui, ont des places dans la société qui vont les pousser à être de droite, tu vois. Il y a des médecins musulmans, il y a des chefs d'entreprise musulmans, tu vois, tous ces gens qui sont très en haut dans le graphique et qui vont plus avoir tendance à aller voter à droite. Et donc, si la droite n'est pas complètement teubée, ils vont se rendre compte qu'ils ont un électorat là-bas et qu'en fait, leur islamophobie les coupe d'une partie de leur électorat. Et la vérité, c'est que le fait que Mélenchon fasse 70% dans les personnes musulmanes de ce pays, moi, je pense que, alors, globalement, les personnes noires et arabes sont plus précarisées que le reste de la population en moyenne. Il n'empêche que je pense que dans ces 70%, il y a aussi des gens qui se retrouvent un peu obligés de voter Mélenchon en réaction à l'islamophobie des autres partis et qui seraient peut-être un peu plus à droite et tout ça. Si la droite n'est pas complètement teubée, elle va lâcher l'islamophobie et franchement, je le souhaite, hein, parce que vraiment, ce niveau de Roland et de puanteur, on n'en peut plus, quoi. Mais elle va lâcher l'islamophobie et aller chercher tout cet électorat qui pourrait être à elle en tenant des discours sur gna gna gna, la valeur travail et les impôts et tout ça, des trucs de droite, quoi. Exactement. Je finis là-dessus, mais effectivement, peut-être que CNAFO comprend ce changement de réalité Oui. et qu'elle comprend que soit on peut garder dans le 2022 le libéralisme, et pour ça, il faut peut-être un petit peu arrêter avec les délires islamophobes, etc. C'est-à-dire presque être moins islamophobe, mais autant anti-immigration, pour ramener les gens musulmans, etc., à une espèce de pacte libéral. Le travail, c'est d'abord pour les Français, enfin, tu vois, pour les musulmans français et tout. Donc soit ramener, soit garder l'ultralibéralisme, parce qu'elle va beaucoup plus loin que Zemmour. Enfin, on fera des capsules là-dessus, sur ses rendez-vous avec Lisnard et Sophie de Menton. Je sais pas si t'as vu ça. Ah oui, c'est banger. C'est incroyable. Enfin, voilà. Soit, en tout cas, elle veut, une primauté française, etc., nationaliste, chauvine et un peu suprémaciste. Mais pour ça, il va falloir qu'elle soit moins libérale. Tu vois, il va falloir qu'elle soit protectionniste, comme le fait Marine Le Pen. Mais les deux tiennent pas, quoi. Ouais. Et puis d'ailleurs, on l'a vu à sa campagne, tu te souviens, sa campagne pour la mairie de Paris, il y avait le thème sécuritaire, etc. Mais il y avait assez peu le thème islamophobe en réalité, tu vois. C'est pas un truc qui a été très très mis en avant. Ou qui a été mis en avant de cette manière un peu insidieuse, en mode c'est l'insécurité contre les femmes, tu vois. Oui, c'est ça. Ah là, on peut plus se balader dans la rue parce qu'il y a certains hommes en particulier qui nous agressent. Mais c'était moins son mec en termes d'agresseur, bref. Mais c'était moins direct, effectivement. Et donc, vous allez voir qu'Éric Zemmour, par contre, est débile et ne comprend rien. C'est parti. Outre un vote utile induit par la guerre en Ukraine, les équipes d'Éric Zemmour pensent avoir pâti de 2 handicaps en 2022. 1. Le caractère trop nouveau en politique de leur champion et son incapacité à incarner un discours économique fort. C'est vrai que juste avant, l'élection 5 ans avant, tu avais Emmanuel Macron que littéralement personne ne connaissait 1 an et demi plus tôt. Le moment où les gens l'ont connu, c'est le moment où il a été nommé ministre de l'économie. Ouais, c'était 2-3 ans avant, quoi. Et qui a réussi à se faire élire président de la République. Et Zemmour, littéralement, c'est une production médiatique. Le gars est dans tous les médias depuis des décennies, et particulièrement la décennie qui a précédé sa candidature. Mais c'est vraiment des bandes de teubés. Vraiment, Eric, mais change d'équipe. Hein. Ils sont à chier. Hein. C'est vraiment, tu te racontes la vie, quoi. C'est genre, non, on avait raison, les gens étaient d'accord, mais on était trop nouveau pour eux. Ouais, c'est ça. Ce qui ne veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire, c'est être nouveau, c'est être nouveau, t'es adéquat ou t'es pas adéquat, quoi. Tu vois ce que je veux dire, mais trop nouveau, ça ne veut rien dire. Donc le caractère trop nouveau, et le deuxième truc, c'est son incapacité à incarner un discours économique fort. Un dernier point sur lequel l'éclosion médiatique de Sarah Knafo sur une ligne libérale, anti-impôt, anti-bureaucratie et technophile est perçue comme un atout maître dans la campagne qui vient. Alors, oui, effectivement, c'est probablement leur espace, mais alors c'est pas nouveau, hein, si je puis me permettre, c'est juste le discours de la droite depuis 40 ans. Mais bon, c'est pas grave. Alors, unité de façade. Les 12 et 13 septembre prochains, c'est ainsi un visage uni que vont afficher Éric Zemmour et Sarah Knafo pour les journées d'été de leur mouvement à Port-Marly. Leur premier événement commun depuis le meeting au Dôme de Paris lors de la campagne des municipales en mars 2026. L'un et l'autre clôtureront par leur discours l'événement de la rentrée imaginé comme une rampe de lancement pour la présidentielle. Un binôme de campagne donc, non sans rappeler celui que forment depuis 5 ans maintenant Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Celui-là même qu'Éric Zemmour a souvent moqué comme un déni de la Ve République, convoquant pour l'occasion l'échec de l'attelage politique entre Gaston Defferre et Pierre Mendès France à l'élection présidentielle de 69. Je Pour rappelle, cause... Attends, vas-y. Gaston Defferre, Mendès France, c'est les reliquats de la SFIO, de la gauche, là. Donc on est un an après 68, il y a des événements, tout. Ils font 5%. Donc voilà, c'est vraiment la fin d'une certaine gauche. Le PS est en train de vivre ça en ce moment. Et donc Gaston Defferre remercie Anne Hidalgo tous les jours, enfin, dans sa tombe, voilà, parce que elle a réussi à battre ce record en faisant moins de 2%, quoi. Pour cause, réside dans tout couple politique une malédiction qui chaque fois se vérifie, il n'y a qu'un fauteuil à l'Élysée. Communion d'idées ne veut pas toujours dire communion d'intérêts et n'a jamais empêché rivalité plus ou moins assumée. Au sein de Reconquête, les initiatives de Sarah Knafo au lendemain de sa défaite au municipal à Paris ont pu à plusieurs reprises être interprétées comme telles. En tête, sa tournée programmatique lancée en grande pompe devant 300 personnes à Strasbourg le 30 avril dernier. L'objectif pour la non-candidate était de réaliser un tour de France pour recueillir les propositions des Français en vue de l'élection présidentielle via des boîtes aux lettres et une plateforme en ligne. Alors je vous rappelle, la plateforme en ligne, c'était un délire. Le truc qu'elle avait fait pareil pour la campagne de la mairie de Paris. Donc ça, vous voyez, c'est un peu les nouvelles manières de la politique. Glucksmann fait son tour de France. Tondelier fait son tour de France. Bref, ils font tous leur tour de France, aller taper le cul des vaches et dire je suis proche du terrain, je sais pas quoi, machin, et faire remonter des propositions en ligne. La FI fait ça aussi, d'ailleurs, sur leur programme. Et alors, les propositions en ligne de la municipale de Knafo, elle a été obligée de les fermer tellement c'était des dégueulasseries racistes, mais Ah ouais. les pires trucs que vous pouvez imaginer. C'est vraiment... Bref. Problème, au sein des fédérations Reconquête, un peu partout dans le pays, on tique et peine à relayer l'opération aux affiches et tracts à la seule effigie de Sarah Knafo. Exit Éric Zemmour, ce qui reste de militants actifs à Reconquête et pourtant très attachés à lui et au souvenir de sa campagne de 2022. C'est mal passé, relaie sous couvert d'anonymat un membre du parti. Oui, Alors les cellules, les sections locales de militants Reconquête, l'odeur. L'odeur du truc, à mon avis, ça déjà sent ils sont trois. Ils sont 3, ils ont 70 ans. Et ils sont fans d'Éric Zemmour, ils ont tous ses livres. Ils ont tous ses livres avec les dédicaces, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Et quand ils font des réunions, ils écoutent les chroniques d'Éric Zemmour à CNews, quoi. Vraiment, c'est ces gens-là, quoi. L'enfer de ces gens. Plus délicat encore, Geoffroy Fournier, juriste de 33 ans, ancien cadre du RN passé chez Reconquête, t'as pas le nez, c'est Geoffroy, est chargé par Éric Zemmour depuis de longs mois de plancher sur son programme présidentiel. Il découvre sur les réseaux sociaux l'initiative de Sarah Knafo dont il n'a pas été informé. Y aurait-il 2 programmes en préparation ou 2 campagnes? L'homme voit rouge. Tu vois, c'est vraiment le même truc que ce qui se passe au RN en ce moment, là, avec les conseillers, qui a été une espèce de... comme on dit dans le monde de l'entreprise, un silotage, tu vois, entre les deux trucs. Enfin, tu sens que ça peut pas tenir, quoi. Ouais. La tournée programmatique de Sarah Knafo tourne finalement court et ne connaîtra jamais de seconde étape. Quoi qu'elle ait eu en tête, ça a été stoppé net, confie un des piliers restés proches de Reconquête. Une version que conteste au point l'eurodéputé, tu m'étonnes. Entre-temps, Adoubé, responsable du programme présidentiel, arguant qu'une seconde date aurait été superfétatoire. Nous avons eu plus de 30 000 contributions. L'objectif a été atteint en à peine 2 semaines. Obtenir un maximum de contributions citoyennes pour construire le programme. Mais c'est trop bizarre. Si t'en as eu 30 000 en 2 semaines et que t'avais prévu de faire un truc super lourd, bref, tu es en train de faire la grosse menteuse, la Sarah Knafo, mais bon, c'est de bonne guerre. T'as pas envie de parler des merdes internes à ton parti, on comprend, personne n'a envie de le faire. Rôle partagé. Plusieurs militants ne sont pas moins émus de la disparition de toute mention de Reconquête et d'Éric Zemmour sur la biographie des profils X et Instagram de la jeune parlementaire européenne, comme de son absence aux côtés du patron de Reconquête à Narbonne. Reconquête à chaque fois avec le point d'interrogation et j'ai envie de dire Reconquête. C'est vraiment ce nom de parti de con. Lors de la manifestation fin juin en hommage au jeune Louis, battu à mort lors d'un guet-apens par 5 jeunes. Quelques semaines plus tôt, c'est séparément à quelques jours d'intervalle que les 2 têtes du mouvement national conservateur ont préféré sillonner les allées du salon Eurosatory de la défense et de la sécurité. Ils se partagent les rôles, bégaye un proche d'Éric Zemmour. La trahison après les européennes de Marion Maréchal et de ses proches a eu l'avantage de souder les liens entre les militants et Éric. Oui, bien sûr. Mais ils sont un peu à fleur de peau depuis. Oui, tout à fait.
C'est le fameux ils se partagent les rôles. C'est vraiment, Oui, ça, c'est vraiment classico. C'était le pareil entre Bardella et Marine, hein. Mais c'est pareil à chaque fois. Tu sais, c'est Mitterrand-Rocard, Oui, oui. Sarkozy-Chirac. Enfin, vraiment, c'est Villepin-Sarkozy. C'était, tu te rappelles, la grande époque de la guerre Villepin-Sarkozy, tu vois. C'est Mhm. vrai. Mais ils sont partagent les rôles. Ils sont chacun un pôle de la droite. Vraiment, faut vraiment rien connaître à la politique pour... Mais je pense que même Le Point n'est pas dupe, quoi. Reste que sur les combats idéologiques aussi, les deux têtes de Reconquête semblent faire désormais chemin à part. À Éric Zemmour, le combat civilisationnel et identitaire; à Sarah Knafo, celui pour la déréglementation, les coupes dans les dépenses publiques, les nouvelles technologies et la libéralisation de l'économie. Nous sommes totalement complémentaires, revendique Sarah Knafo. Mais Oui, ça, toi, tu prends les trucs qui peuvent marcher et tu lui laisses les trucs qui marchent pas, quoi. c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est de ne pas avoir de vision systémique. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est la vision de fond de Zemmour sur lequel il est monté, tu sais, se disant la séparation du social et du sociétal. Et du coup, il fait un programme comme ça. Il a tout un tas de trucs, je pense, qu'il considère comme sociétal, comme civilisationnel, l'immigration, le respect de la France, j'en sais rien, ce genre de conneries racistes, quoi, et islamophobes. Et de l'autre côté, une économie, quoi. Il sépare les deux. Il comprend pas qu'en fait, les deux font cohérence. Il faut, comment dire, un soubassement, comme dirait Marx, social pour avoir d'autres mesures sociales qui apparaissent plutôt comme des droits individuels. Et là, en fait, on commence à voir, même Le Point le voit, une incohérence entre les deux. Oui, non, tu vas pas pouvoir faire de l'ultra-libéralisme, chacun fait ce qu'il veut, la concurrence absolue, et en même temps d'avoir un État extrêmement contrôlant, normalisant pour les individus. C'est pas pour rien que le libéralisme anglo-saxon, il est pour comment dire, l'entreprise, l'entrepreneuriat, il a très peu d'intervention étatiste là-dessus, et c'est pour ça qu'il s'en bat les couilles d'avoir des gens voilés ou non voilés, quoi. Et mais du coup, tu vois, les cocos rouges bruns pourraient te répondre, Chris, ben oui, mais dans une société communiste et collectivisée, du coup, ça n'a pas de sens d'avoir un libéralisme à l'anglo-saxonne sur le port du voile et un étatisme, enfin, sachant que nous, c'est pas de l'étatisme à proprement parler qu'on veut, mais en tout cas, un système communiste régulé, planifié, etc. Ouais, mais du coup, si tu veux, c'est là où il y a une forme effectivement d'étatisme normalisateur. Les rouges bruns, eux, ils vont faire l'inverse. Ils vont dire non, mais en fait, il faut en face de cette base raciste une économie commune, voilà, pour pouvoir faire qu'une seule tête, tu vois. Nous, ce qu'on dit, c'est que justement, le communisme et le fait qu'il doit fournir des besoins, c'est ça qui est fondamental. À chacun ses besoins, qu'il y a un chacun dans chacun ses besoins, que le besoin ne soit pas le même pour tous, etc. Il oblige à penser la diversité, l'altérité, le droit d'autrui, la séparation. Et donc, en fait, le programme cohérent, c'est justement de se dire, mais en fait, quand on veut être vraiment avoir des gens émancipés, libres, de conscience partout, de la plupart, et ben en fait, il faut paradoxalement le maximum de mise en commun collective des ressources. Voilà, ce qui crée en fait la concurrence entre les individus, c'est parce que justement, on a l'impression que les droits individuels servent à s'accaparer des ressources sur d'autres. Voilà. En fait, la réalité de ça, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont très peu d'émancipation pendant qu'il y en a qui en ont beaucoup. On parle de pénurie de soins, de pénurie, tu vois, on va dire de choses fondamentales et matérielles, mais les gens qui sont dans la pénurie, tu le sais mieux que moi, tu sais, dans la pénurie de soins, dans la pénurie de bouffe, etc., les trucs les plus fondamentaux, sont aussi dans la pénurie d'émancipation. C'est ceux qu'on les vit les plus métro, boulot, dodo, qui ont de moins en moins de loisirs, les femmes, etc., parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, qui sont le plus enfermés dans des structures et dans des murs culturels, sociaux et tout, quoi. Parce que justement, la reproduction de leurs moyens matériels, santé, bouffe, voilà, leur prend quasiment tout leur temps, quoi. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que pour libérer les individus de la reproduction d'eux-mêmes, et c'est-à-dire, tu sais, comme on dit, de perdre sa vie à la gagner, voilà, il faut faire en sorte que les ressources soient le plus en plus fabriquées collectivement pour qu'elles soient le plus possible capables d'être appropriées individuellement, quoi. C'est ça la dialectique du communisme. Parfaitement. Alors, Knafo va publier un livre. Ouh, ça va être un beau livre. Ah oui, ça va être... Une complémentarité que la jeune femme va pousser à la rentrée avec la parution de son premier livre sous son nom, Le Casse du siècle, publié chez Fayard le 2 septembre prochain, avec la promesse d'une longue tournée de promotion à la rentrée. Une campagne parallèle donc à celle de la présidentielle d'Éric Zemmour. Ils ont des identités différentes qu'ils vont exprimer, mais convergeront au plus fort de la campagne, se persuade-t-on en interne à Reconquête.
Même si chez les stratèges du Rassemblement national, on éclaire d'une toute autre analyse la parution du livre de Sarah Knafo. N'ayant pas réussi à se présenter à la place d'Éric Zemmour, c'est peut-être sa façon de prendre le maximum de champ avec la campagne qui vient pour éviter d'en être comptable ou s'y esquinter. Elle va sillonner le pays de son côté. À son retour, Éric Zemmour n'aura pas les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter. Elle n'aura plus qu'à le débrancher en douceur, puis soutenir le candidat à droite le mieux placé et préparer la suite. Rien n'est jamais sûr en politique, a fortiori en campagne présidentielle, même le pire. Très intéressant cette conclusion des gens du RN parce que ils arrivent quand même à la même conclusion que la prophétie, c'est que Éric Zemmour n'est pas candidat à la fin. C'est qu'il est obligé, qu'il soit lui ou de sa femme, de se ranger derrière un autre candidat de droite parce qu'il n'aura pas les 500 signatures. Moi, je pense qu'effectivement, c'était intéressant de conclure là-dessus. Vraiment, sa ligne n'étant, mais... En fait, c'est marrant qu'il a parlé de trop nouveau, alors qu'il était déjà, je pense, en 2022, trop daté. Il aurait été, à mon avis, meilleur en 2017. Tu vois, pendant que Fillon était emmerdé, s'il avait été là, Éric Zemmour aurait peut-être pu faire 15-16, tu vois. Tu vois, on aurait pu avoir un Zemmour qui serait venu dans le game, aurait fait baisser Fillon, mais peut-être aussi baisser Le Pen. Donc on aurait eu un deuxième tour Macron-Mélenchon. Et là, voilà... Donc Zemmour, en fait, tu nous fais chier. Ta division de la droite a 5 ans de retard, quoi. C'est ça, n'est pas efficace. Voilà. Et donc, après, c'est vrai qu'il s'est retrouvé face à Pécresse en 2022, qui était vraiment la pire candidate possible, quoi. Et c'est là où tu te dis avoir fait que 7. Ouais. Quand, alors que t'as Pécresse en face. C'est vraiment que t'es nul à chier. Hein. C'est vraiment catastrophique. Parce que tu vois, face à Retailleau, tu comprends qu'il se fasse bouffer. Retailleau, il a quand même une ligne qui est assez proche de la sienne. Assez proche. Et c'est pour ça, je pense que autant, tu vois, genre, après la primaire perdue des Ciotti par rapport à Pécresse, il y a peut-être beaucoup de maires de droite LR qui ont donné la candidature des parrainages à Zemmour. Des parrainages à Zemmour pour ça, tu vois, voilà. Parce qu'ils avaient pas... Mais si c'est un Retailleau qui y va, bah, les mecs, ils vont verrouiller. Il faut surtout pas qu'un Zemmour puisse se présenter en face. Donc vraiment, bon, c'est ce qu'on dit depuis 18 mois là-dessus. Et c'est intéressant parce que voilà, on voit vraiment le fait même que Zemmour n'aura pas ses 500 parrainages et n'en soit pas à la fin, c'est sur quoi on avait parié nous dans la prophétie, mais ça montre ce qu'on a dit tout au long de la capsule et qui semble se dessiner en interne entre Knafo et lui, qu'en fait sa ligne est désuète, dépassée, finito quoi. Et je conclue là-dessus, puis je te laisse, mais c'est la même chose. Ce pourquoi, tu vois, genre les pleurnicheuses là, de YouTube, Sautarel et toutes, ne comprennent pas que le RN ne leur adresse pas la parole. C'est parce qu'en fait, votre ligne sert à fabriquer Zemmour, et cette ligne-là fabrique un candidat déjà finito. Donc c'est normal que le RN ne vous donne pas l'heure. Vous êtes des boulets. C'est pour elle, tout votre truc sur l'islamophobie, etc., à mon avis, est un truc de boulet. Charge à la gauche, elle, de bien comprendre la fermeture de cette séquence et que oui, il faut peut-être aller beaucoup plus loin dans ce qu'est une pensée concrète, matérielle de la Nouvelle-France, c'est-à-dire de remettre en question. Jean-Luc Mélenchon dit souvent ça, la France de 58, tu sais, pour la 5e République, mais qu'est-ce que la France de 1905 par rapport à la France d'aujourd'hui ? Donc vraiment, je pense que la gauche devrait porter justement un nouveau vivre ensemble, comme on dit, débarrassé d'islamophobie, débarrassé du racisme, débarrassé de ce printemps républicain athéisme d'État, où enfin on laisse les jeunes mamans, les jeunes femmes décider de comment elles veulent s'habiller, de ce qu'elles veulent porter, et on leur offre la maximum de possibilités de faire des travaux de fonctionnaires dans la santé, dans les administrations, etc. Vraiment, il faut vraiment que cette reconstruction soit celle de tous, pour tous, et surtout par tous, quoi. Exactement. Sur ce, les amis, plusieurs choses à vous dire importantes. D'abord, il y a, vous le savez, plein de diffusions qui sont prévues du film de Cuba, et en particulier, il y en a une le 27 août prochain, c'est un jeudi soir, dans la Vienne, où nous serons présents, moi et mon cher camarade Padu. On sera là tous les deux, c'est organisé par un géant insoumis. Ça les sera gens qui à disent Coulon. Qu'ils ne sont jamais ensemble, pourraient témoigner que voilà, ils sont comme Bardella et Le Pen ou Knafo, voilà, ils se partagent les choses, ils sont complémentaires. Voilà, mais non, le pire c'est qu'en plus il y a des trucs précis qu'on a envie de tourner tous les deux là, mais les potes, on vous passe les détails, mais on a des soucis de compatibilité à la fois de technique et de bref. Ne croyez, voilà, c'était de la boutade. Ils passent plus de temps
à l'apéro entre eux que à faire des capsules. Voilà, moi, C'est peut-être pas totalement faux, mais bon, c'est une autre question. Donc, vraiment, si vous êtes dans la Vienne ou dans les Deux-Sèvres ou en Charente, etc., bref, si vous êtes dans le coin, on sera à Coulombiers. Coulombiers, c'est à une vingtaine de minutes de Poitiers à peu près en direction de Niort. À la ferme de Barras, ça va être un petit lieu très cool, ça va être hippieland, les copains. À partir de 19h, il y a accueil, bar associatif, il y a de la bouffe sur place, ça va être super sympa. En plus, je les connais, les camarades du GA, je leur fais un petit bisou là. Mais ils sont trop sympas, donc ça va être trop cool. Et à 20h45, on fait la projection du film, c'est une projection en plein air, ça va être cool. Après, on discute, on papote, on partage des choses, on se pose des questions. Bref, voilà, venez. Et ça a changé parce que c'était prévu à Curzé-sur-Vaune le 27, qui est un autre village de la Vienne. Et finalement, c'est à Coulombiers, à la ferme de Barras. Cette date, comme toutes les autres dates de projection, est accessible sur le site la-brèche.org. Donc, allez voir et allez régulièrement vérifier parce que parfois, il y a des changements de date, de lieu, etc. Donc, les projections qui vous intéressent quelques jours avant, vérifiez que ça n'a pas changé parce que ça peut arriver. Deuxième chose importante, la revue Position Revue cherche toujours des témoignages pour ses chroniques de l'exploitation et cherche actuellement des témoignages très spécifiques. Ils veulent faire une série spéciale des chroniques de l'exploitation sur les travailleurs de la santé, travailleurs et travailleuses du soin, tous les travailleurs et travailleuses du soin, parce que les médecins, on les entend beaucoup sur cette chaîne, mais il y a aussi les aides-soignants, les kinés, les ergothérapeutes, les brancardiers, les aides à domicile, etc. Vous êtes un ou une travailleur ou travailleuse du soin, vous avez envie de nous parler de votre expérience d'exploitation dans le travail de la santé, vous pouvez écrire à contact@position-revue.fr et même si vous savez pas bien écrire, etc., vous faites un petit mail, vous expliquez, voilà, moi je fais tel taf, j'ai envie de parler de tel truc, et si vous avez du mal à écrire tout ça, l'équipe peut vous aider. Vraiment, surtout, contactez-les, ils attendent ça. Et particulièrement, j'imagine, si vous êtes un collectif de travail et que vous êtes plusieurs à vouloir témoigner au même endroit, ça nous intéresse particulièrement. Donc vraiment, allez-y. L'équipe de Position attend avec impatience de vos nouvelles. Merci beaucoup. Et si vous êtes médecin, vous pouvez témoigner aussi. Hein. J'ai dit, on entend trop les médecins ici, mais vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bref, ces petites annonces sont faites. Il me reste bien sûr à vous suggérer d'aller nous voir sur Insta, car on se développe sur Insta. Vous avez l'Insta Position, l'Insta La Brèche, l'Insta Pas du Team et mon Insta sur lequel on poste régulièrement des choses et notamment du petit format vidéo short. Donc allez voir, on est en train de se déployer. Vous pouvez aller nous voir sur Twitter, même si j'ai dit que c'était un cloaque tout à l'heure, ce qui est vrai. Hein. Moi, je reste quelqu'un qui aime bien aller sur Twitter parce que j'aime bien ce côté chicanerie politique et tout. Mais je suis assez consciente de la portée, l'impact politique de Twitter qui est quand même très, très, très modéré. Vous pouvez bien sûr aller voir les autres chaînes de l'assaut, notamment la chaîne On ne veut plus qui va repartir là bientôt, qui fait une petite pause, mais qui repart sur des entretiens absolument banger. Donc allez voir ça. Et si vous voulez nous aider à nous financer, vous voyez tout ce qu'on fait, la structuration qui est en cours, vous avez peut-être vu, ça discute là en ce moment de ce que la brèche est en train de devenir. Alors bon, si vous nous écoutez régulièrement, vous savez très bien ce qu'on est en train de faire, mais il y a des gens qui le découvrent. Sachez que à partir de la rentrée, là, ça fait, on vous le dit, 1 an qu'on structure vraiment bien pour pouvoir accueillir des adhésions, pour pouvoir faire ce que la brèche a envie de faire depuis très longtemps, c'est-à-dire avoir un ancrage militant réel, faire de la formation militante, mener des actions comme on a déjà fait avec nos actions de collage, mener des projets comme on a fait avec le film de Cuba. On aimerait faire ça beaucoup, beaucoup plus largement. L'objectif étant d'actualiser et diffuser les idées marxistes partout dans la société. Si vous avez envie de nous rejoindre, ça sera bientôt possible. On vous donne des nouvelles, on va dire, allez, septembre-octobre, voilà. Et probablement ouverture des adhésions automne, voilà, milieu d'automne, on va le dire comme ça. Et on vous prépare plein d'autres trucs, notamment beaucoup de travail de ligne, de théorie, de comment on pourrait faire mieux, etc., etc. Si vous voulez nous aider à tout ça, c'est sur notre Tipeee, dont vous trouverez le lien en barre de description. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. Salut.